Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenas Aires Calcio, comme tous les lundis soirs. Eh bien écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver, merci d'être là dans les commentaires. Salut au JCRM 1984, ah on a encore changé de pseudo, et au Cotonou, salut. Bonsoir, comment ça va? Écoutez, ce soir, on va débriefer un petit peu l'actualité du football européen de ce week-end. Je vois qu'il y a au JCRM qui dit que niveau football, c'était une cata les matchs ce week-end. Bah oui, c'est vrai qu'on va en discuter. Il y a beaucoup de gros clubs qui ont fait de très mauvaises performances. D'ailleurs, on va en parler. Un petit peu, alors entre autres, j'ai appelé l'émission de ce soir l'OM implose, le Bayern explose et l'Inter s'envole. En creux, effectivement, les contre-performances de la Juve et du Milan en Serie A, mais on aurait aussi pu parler, et on va probablement en parler, du match nul du Real Madrid. Donc voilà, ouais, il y a des choses à dire ce week-end, et il y a beaucoup de gros clubs qui se sont troués. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à se sortir d'affaire, mais je ne sais pas si c'est la première semaine de Ligue des Champions post-trêve, on va dire, qui peut expliquer ça, mais effectivement, c'était assez surprenant. On va voir si Gérone, par exemple, profite du match nul. Là, il y a 0-0 pour l'instant. Donc, on va gentiment parler du bateau OM qui coule. Benassia, Gattuso qui craque complètement pour commencer avec l'OM. Ensuite, on ira voir un petit peu au Bayern Munich ce qui se passe après la gifle. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là parce que dans le jeu, c'était un peu différent que ce que le résultat raconte. Mais en tous les cas, les 3 défaites d'affilée qui ne sont pas arrivées depuis 2015, donc ça fait 9 ans que le Bayern n'avait pas fait 3 défaites d'affilée dans une saison. Et enfin, les matchs un petit peu rocambolesques de la Juve et du Milan, surtout du Milan d'ailleurs, qui ont permis à l'Inter de prendre encore plus d'aise dans le championnat. Et puis on va voir un petit peu comment Inzaghi gère son effectif aussi, parce que c'est intéressant de voir que il gère pas grand-chose en fait, parce qu'il met toujours les mêmes joueurs. donc voilà. Bon allez, on commence gentiment avec l'OM. Avant, je vais faire un petit tour dans les commentaires. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. L'EHPAD Project est en marche. Oui, je suppose que tu parles tu parles de l'OM. Salut au Cotonou. Question, comment il s'appelle déjà le joueur et coach mort dont ils ont fait l'hommage lors du Lazio versus Genoa? Lazio versus Genoa, alors là, je sais pas du tout. Et tu as vu le Allegri out sur Times Square? Oui, j'ai vu ça, c'était excellent. Il paraît qu'il y a une communauté de milanistes qui a acheté une page dans la Gazzetta dello Sport, a priori, pour faire à peu près la même chose avec le Pioli out. Donc, on va voir. Mais le Allegri out sur Times Square, c'était cool. C'était donc les fans de la Juve américains qui ont acheté quelques minutes sur un billboard à Times Square, vidéo, bien sûr. Donc voilà, avec juste hashtag Allegri out. Donc voilà. Ah, c'était les francophones? Ah, ok, d'accord. Eh ben écoute, je croyais que c'était les fans américains. Non, mais c'est marrant. C'est très marrant. Mais ils ont bien raison. Parce qu'on en a marre d'Allegri. Franchement, ça fait chier. Donc voilà. Bon. Passons. Oui, c'est le streamer que je suis sur Twitch même. Ah ouais, carrément. Ah bah c'est cool. C'est marrant. Très bien. Benassia et Gattuso craquent. Effectivement, il s'est passé une semaine complètement hallucinante à l'OM. Franchement, des sorties un petit peu bizarres. J'en ai vu beaucoup. Mais là, la stratégie de l'OM, elle est vraiment particulière et je voulais vous donner mon avis dessus. Déjà, si effectivement... donc aujourd'hui, Gattuso s'est fait licencier. Alors bon, je pense que très clairement, Gattuso avait tiré toutes les ficelles possibles depuis une semaine pour dire en gros qu'il n'était pas l'homme de la situation, mais pour une question d'argent liée à son staff technique, il pouvait pas dire qu'il démissionnait parce que sinon le staff technique ne touchait pas son argent. Donc en gros, il a pendant toutes les interviews, je sais pas si vous avez vu toutes les interviews de la semaine, il a dit qu'il pouvait rien faire avec ce groupe, que il n'était pas l'homme de la situation.
direction, que de toute façon il tirait le maximum de ce qu'il avait, mais qu'il allait pas faire grand-chose de plus avec ce groupe. En gros, il a envoyé tous les signaux possibles et imaginables à sa direction pour dire, en gros, moi je peux rien faire. Je suis pas du tout l'homme de la situation, je ne peux rien faire, ce groupe est nul, je n'ai pas les ressources, on va dire, managériales pour les emmener plus haut. Donc en gros, lui, ça y est, il a tiré la chasse d'eau, merci, c'est gentil, il attendait qu'une seule chose, c'est une grosse défaite, et derrière, un licenciement, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, a priori, Jean-Louis Gasset va être embauché pour terminer la saison, les 3 derniers mois. Donc 3e changement de coach à l'OM, un petit peu comme à Lyon. donc voilà, le 3e a été le bon pour Lyon, donc pourquoi pas pour l'OM, on sait jamais. Bon, ça change pas que, effectivement, Lyon d'ailleurs avec sa victoire de cette semaine-là est revenu, je crois, à une victoire de l'OM, hein. Ou 2 points même, je crois, de l'OM. Donc ça, c'était assez hallucinant, hein. Il y a quelques semaines, on n'aurait jamais dit que l'OM et Lyon seraient dans un moment où peut-être que la semaine prochaine, Lyon peut passer devant l'OM. Franchement, c'était quand même, quand Lyon était dernier du championnat, 18e, et que l'OM était plutôt dans la zone Europe, hein, parce qu'ils n'ont jamais été très très haut cette année, excepté en tout début de saison, c'est vrai que tu t'attendais pas à ça. Donc voilà, bon. Comme quoi, les dynamiques, c'est un peu aléatoire. Après, je pense que la direction de l'OM a fait tout ce qui était en son pouvoir pour se saborder cette saison. Très clairement, je pense que Longoria s'est raté sur les grandes largeurs. Après, il y a ce contrat bizarre de Longoria qui fait en sorte que voilà, lui, il est obligé de rester jusqu'à la fin de son contrat s'il veut toucher son argent. Donc là, c'est la dernière saison et il est vraiment en bout de course, hein. Là, il fait ce qu'il peut. On dirait aussi que sa mission, c'est d'épurer les comptes et de ne pas laisser le club avec un coach qui serait engagé sur le long terme. Donc, très honnêtement, hein, moi j'ai l'impression que c'est pas possible que ce soit géré aussi mal que ça, ce club. Là d'ailleurs, c'est juste 3 mois, hein, effectivement, et je lisais dans les commentaires, hein, c'est Ghislain Printemps qui serait l'assistant de Gasset, Jean-Louis Gasset, hein, comme d'habitude, comme il l'a été à Saint-Etienne, enfin dans ses derniers clubs. Donc voilà, mais c'est clair que effectivement, t'as l'impression que l'OM soit va être vendu, soit c'est parce qu'il va y avoir un changement de direction, parce que très clairement il va y avoir un changement de direction. Benatia va devenir directeur sportif vraiment, parce que là il est juste conseiller du président, mais en fait il va devenir directeur sportif, en tous les cas c'est ce qui est prévu, et il va y avoir un nouveau président qui est déjà dans les murs d'ailleurs, je me souviens plus de son nom, mais qui pour l'instant est à un autre poste, mais va prendre le poste de président de l'Olympique de Marseille, et Longoria va pouvoir s'en aller avec son argent, et je me demande effectivement, si peut-être aussi ça cache pas une vente de l'OM, tout ça, parce que en fait c'est une saison catastrophique et on a l'impression qu'ils vident un peu le tout ce qui est à vendre, qui a à peu près de la valeur, ils essayent de le vendre. Ils ont été très maladroits avec comment il s'appelle, Jonathan Klaus, et ils n'ont pas réussi à le vendre, mais là ils le sont encore plus, hein. On va revenir un petit peu sur la sortie de Benatia, mais oui, c'est bizarre, en fait le comportement de l'OM, des dirigeants de l'OM est vraiment très très bizarre, s'il n'y a pas derrière soit un changement de propriété, soit un changement complet de direction, et je pense que c'est ça qui va se passer, c'est un changement complet de direction avec un nouveau type de projet, etc., parce que c'est pas possible, quoi. Faire un petit tour dans les commentaires. On joue le maintien cette saison, vu notre calendrier, à partir du 17 mars jusqu'au 3 mai, effectivement, je pense, oui, effectivement, d'ailleurs c'est ce que disait Gattuso après le match contre Brest, hein. Il disait ça sert plus à rien de regarder l'Europe, maintenant il faut regarder derrière nous. Donc voilà, on va enchaîner Rennes, PSG, Lille, Nice, Toulouse, Lens et Reims. Autant dire que je suis pas rassuré. Effectivement, alors, allez savoir. Bon, après, il faut voir très clairement que l'effectif de l'OM est très limité. Franchement, hein, il est moyennasse, et c'est pas du tout des joueurs, même s'il y a des noms des fois qui sont ronflants, tous les noms qui sont un peu ronflants, en fait, ils sont quand même en fin de course. Donc c'est pas... et tous les autres, ils sont
c'est des noms qui sont pas ronflants, c'est des noms qui font flipper, hein, qui viennent de Championship, qui ont joué en Ligue 2, qui ceci, qui cela. Donc c'est pas du tout des noms où tu te dis ah ouais, ça peut être pas mal. On a voulu nous vendre des belles histoires avec Iliman Ndiaye ou des gens comme ça, ou je sais pas, même le Gigot, Samuel Gigot, mais c'est vraiment des joueurs qui n'ont pas le niveau de jouer à l'OM, honnêtement. Enfin, je veux dire, enfin, ça dépend quelle image on a de l'OM, mais voilà, Aubameyang aurait pu avoir le niveau de jouer à l'OM, mais pas maintenant, probablement un petit peu avant dans sa carrière. Donc voilà, tout le monde est soit en fin de course, soit n'a rien à faire là. Donc c'est un peu compliqué à gérer, et c'est finalement prévisible qu'il soit entre la 10e et la 7e place, l'OM. Ce qui serait bizarre, c'est que ça termine plus bas. Donc voilà, parce que c'est pas non plus une équipe qui doit jouer la relégation, faut pas déconner, c'est moyen, mais c'est pas non plus ouf. Donc voilà, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais... Tessier d'ailleurs, Gasset et Printemps, ce sera son choix. Ah, c'est Tessier, ouais, effectivement. Molina doit faire une vidéo sur Marseille ce soir, ça promet du lourd. Oui, je l'ai vu sur YouTube, enfin j'ai pas vu la vidéo encore, mais j'ai vu que... Non, je l'ai vu sur X, pardon. J'ai vu qu'il teasait sa vidéo, effectivement. Ouais, bah pourquoi pas, hein. Après, bon... on verra, mais je sais pas ce qu'il va nous révéler. Mais déjà, l'interview... Alors, je sais pas si vous avez écouté l'interview de Benassia hier au Canal Football Club, et il en avait fait une aussi à Prime. C'est vraiment n'importe quoi, très honnêtement. Hein. En fait, si tu veux, moi, ce qui me choque... Bon, alors, ce qu'il dit sur Renan Lodi, bon... Peut-être ça s'est passé comme ça, peut-être ça s'est pas passé comme ça, je sais pas. J'étais pas là, donc je suis plutôt enclin à le croire. Je vois pas pourquoi ils nous raconteraient autre chose. Ils veulent peut-être raconter une histoire en disant on n'était pas là pour faire de l'argent sur Renan Lodi, c'était juste une opportunité de marché, enfin une opportunité. C'est-à-dire que le club en a entendu parler, le joueur en a entendu parler, et donc de toute façon c'était soit on le vendait, soit on allait le perdre, et puis on n'aurait plus l'occasion de le vendre ce prix-là. En gros, donc ça veut dire c'est pas nous qui sommes allés chercher les vendeurs, mais les acheteurs, pardon. Mais bon, ils étaient là, lui il voulait partir, on s'est dit allez banco, et puis on prend une petite plus-value, et ça nous permet de nous renforcer au mercato. Ok, ça je veux bien croire, je veux bien le croire ou pas le croire, et peu importe finalement, ça c'est du business, c'est de la négociation, c'est des choix stratégiques de vente, pas de souci. Je pense que Renan Lodi, 20 millions d'euros, jamais tu l'aurais vendu ce prix-là, parce qu'il n'est pas bon foncièrement, c'est pas un super joueur, 20 millions d'euros c'est très bien, et lui dans sa vie, multiplier son salaire par 4, bah écoute, ça va pas lui arriver souvent, donc voilà, pas de souci. Mais Jonathan Klaus, comment Benassia l'a allumé, mais ça, en fait, tout ce que dit Benassia, il n'y a aucun problème, je peux comprendre qu'il le pense en tant que directeur sportif. Il n'y a aucun problème là-dessus, il a tout à fait le droit de le penser, il a tout à fait le droit d'appeler son agent et de lui dire « je veux qu'il dégage, j'en ai marre de lui », il n'y a aucun problème. Mais il ne doit pas le dire en public. Pourquoi ? Parce qu'en le disant en public, ça veut dire que tous les autres clubs savent que l'OM veut se débarrasser d'un joueur qui a un problème de vigilance, enfin d'éthique de travail, et donc son prix est d'évaluer instantanément en fait, et personne ne voudra l'acheter probablement là, alors qu'il lui reste plus qu'un an et demi de contrat. Ça veut dire que là à la fin de saison c'est la seule fenêtre pour acheter Jonathan Klaus, parce que il a un certain âge, 31 ans, et que donc, de toute façon, après, l'année suivante, il n'aura plus qu'une année de contrat, et il sera libre à la fin de la saison. Ça veut dire que, encore une fois, Marseille se retrouvera avec un joueur qu'il n'aura pas vendu et qui partira libre. Ce qui est une spécialité à l'OM, hein, entre les entraîneurs et les joueurs, c'est une spécialité. Les clubs, les joueurs qui s'en vont libres, c'était une spécialité de Milan aussi récemment, mais là maintenant ça devient vraiment une vraie spécialité. L'OM ne vend strictement aucun joueur, alors excepté Renan Lodi. Donc voilà. Juste, je vais faire un tour dans les commentaires parce qu'il y en a pas mal. Sur Prime, il était juste derrière Klaus. Le gars a dû apprécier, tu m'étonnes, parce que sur Prime, c'était aussi pareil. Hein, il a sorti la sulfateuse. Ils ont caché l'offre. C'est son agent qui a dû lui dire. Oui, c'est ce que dit Benassia, mais après, bon, je sais pas ça, mais en tous les cas, effectivement, apparemment, ils ont reçu l'offre. Gattuso avait dit qu'il voulait le garder, donc ils lui ont caché, et enfin c'est son agent qui, forcément, hein, le club contacte, pas que le club, contacte l'agent. S'ils ont essayé de lui cacher l'offre,
c'est aussi un peu des gros bêtas parce que tu sais bien qu'un club, ça va contacter et le club de foot et l'agent du joueur. Même si officiellement, il faut attendre l'aval du club pour commencer à négocier, tu sais très bien que tu vas tester le joueur en amont pour voir si c'est même faisable. Ça sert à quoi d'aller se prendre la tête pendant des heures avec un club si de toute façon le joueur ne veut pas venir. Donc tu vas commencer à lui dire oui, ça t'intéresse, oui, ok, alors je vais aller voir ton club et ensuite je reviens vers toi. Donc voilà. Mais bon, bref. C'est l'OM qui lui ont dit d'y aller en utilisant la carte Nasri sur Canal. Oui, bien sûr, de toute façon, et puis Nasri, il est là, c'est un pote à Benatia, il va pas lui poser des questions trop dérangeantes. Donc voilà, c'était une interview allez, bienveillante, de complaisance, voilà, très exactement. C'est pas un choix de Benatia, alors que Longoria avait dit après Camara, je ne veux plus voir ça. Bah oui, parce que lui, il s'était fait allumer par McCourt, parce qu'en gros, McCourt, il dit, nous on achète, mais jamais on vend, on n'a jamais un transfert, alors que la majorité des clubs français vivent des transferts. Et donc en gros, il lui avait expliqué qu'il fallait vendre. C'est d'ailleurs entre autres aussi pour ça, je pense, que Yvan Reynald le dit, par exemple, parce qu'en fait, en gros, il se dit, bah là, comme ça, je vais pouvoir prouver au président que je sais vendre. Et puis, je pense aussi que Longoria, il n'a pas que un désintérêt à vendre des joueurs comme ça. Je pense quand même qu'il prend 2-3 petites commissions au passage. Ça m'étonnerait qu'il fasse tout ça de façon gratos lorsqu'il fait des transferts et lorsqu'il revend. C'est impossible qu'il fasse autant de mouvements chaque année à Marseille s'il n'est pas intéressé sur les transferts. C'est impossible. C'est pas possible en fait qu'il vende et qu'il achète autant. Tout le monde sait que c'est pas comme ça qu'on construit un club. Même si les supporters de l'OM, ils me font penser un petit peu aux supporters de l'AS Roma ou du Napoli, par exemple. C'est des supporters qui rêvent trop grands par rapport à la taille financière de leur club. Attention, je parle pas de la taille en termes d'histoire du club, mais c'est des supporters qui voient beaucoup trop grand. C'est-à-dire que eux, ils veulent des stars, mais leur club n'a pas d'argent, ce qui fait que Longoria, il est tout le temps en train de bricoler avec 3 francs 6 sous, et le souci, c'est qu'après, on lui reproche que les joueurs ne veulent pas rester. Parce que les joueurs, une fois qu'il est arrivé, ils voient la pression qu'il y a. Ils voient que, de toute façon, il n'y a aucun intérêt, enfin, aucune possibilité que le club, on va dire, progresse. Ça veut dire que si tu fais une bonne saison, l'année suivante, de toute façon, tu feras une moins bonne saison. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe depuis 2-3 ans. Finalement, chaque année, l'OM perd une place. En gros, ils sont 2e la première année, ils sont 3e la deuxième année. Cette année, là, on va voir où est-ce qu'ils descendent. Mais en gros, ça dégringole. Et même les coachs s'en rendent compte. C'est-à-dire que le coach se dit, mais en fait, de toute façon, j'ai la pression du Real Madrid. En gros, c'est si j'entraînais le Real, ce serait pareil, j'aurais la même pression. Mais le problème, c'est que j'ai les moyens de Lorient. Donc, j'exagère avec Lorient, mais en gros, c'est un peu ça, parce que quand un club signe à l'OM, il demande un gros salaire, et puis les autres clubs lui font toujours des transferts un petit peu supérieurs à ce qu'on attend, mais en fait, l'OM n'a pas plus de moyens que ça. Ce qui fait qu'en fait, entre les très gros salaires qu'il paye, parce que le joueur joue à l'OM, et qu'il se dit, moi je joue à l'OM, c'est l'OM qui vient, je vais pas lui demander un salaire de Lorient, je vais lui demander un salaire d'un grand club français. Et le problème, voilà, tu vois, par exemple, tu dis au JCRM, Aubameyang touche 700 000 euros par mois. 700 000 euros par mois. Non mais attends, c'est un salaire stratosphérique, 700 000 euros par mois. Et l'OM n'a pas les moyens de payer ça. Donc en gros, il va être là pendant 1 ou 2 saisons. Alors ok, il n'y a pas eu de transfert, etc. Mais c'est énormissime sur la masse salariale de l'OM. Donc ce qui fait qu'ils n'ont déjà pas beaucoup de moyens. Et Longoria est obligé de bricoler à gauche à droite. Personne ne veut rester. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils signent toujours des contrats très très courts ou des prêts. Et à la fin des prêts, les gars s'en vont. Parce qu'ils se disent, non mais en fait, c'est pas possible d'avoir cette pression-là et d'avoir ces coéquipiers-là. Quand tu joues avec Samuel Gigot, comme défenseur central, je citais Iliman Ndiaye ou des gars comme ça, et tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut exiger que je joue la Ligue des Champions chaque année avec des joueurs comme ça, en fait? Paolo Lopez, des gars comme ça, mais c'est pas niveau Ligue des Champions, il y en a aucun qui est niveau Ligue des Champions, mais tu peux y aller, hein. Enfin, ils sont pas tout seuls. Verretou Rongier, allez, c'est pas Ligue des Champions. Si c'est niveau Ligue Europa, déjà, franchement, je suis taquet parce que c'est niveau Conference League. Et puis après, tous les autres joueurs qui sont autour, mais excusez-moi, mais c'est des blagues. Tous, c'est des blagues. Hein. Franchement, tu retires Rongier, Verretou au milieu de terrain.
Devant, avant, l'année dernière, tu avais Alexis Sanchez, qui était quand même pas mal. Là, Aubameyang, c'est quand même pas terrible. Et puis après, tout le reste, les latéraux, bon, excepté Klose, et apparemment Klose, il a un gros problème de comportement, bon voilà, et les défenseurs centraux, bon, ok, Mbemba, j'avoue, Mbemba, tu peux pas dire respect, je pense que c'est le meilleur joueur de l'OM cette saison, voilà, oui, je pense même carrément que c'est le meilleur joueur de l'OM, et offensivement et défensivement, donc c'est vraiment inquiétant d'ailleurs, donc voilà, mais c'est quand même, enfin voilà, t'as trop de pression à l'OM pour t'engager sur des trucs. Si tu avais les moyens du fonds souverain d'Arabie Saoudite, tu veux bien prendre cette pression, parce que tu sais que ton collègue d'à côté, ça va être Jude Bellingham, et celui de droite, ça va être, je sais pas, prenons, je sais pas moi, allez, Grealish, tu vois. Pas de souci, ok, vas-y, je prends la pression. Parce que derrière, j'ai, je sais pas, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, etc. Ok, pas de souci. Mais quand ton collègue d'à côté, c'est Iliman Ndiaye, mais sérieusement, quoi. En fait, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui viennent me harceler chez moi, à moitié brûler le centre d'entraînement, etc., qui me donnent la leçon dès que je rate une passe. Non, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Moi, je comprends, hein. Honnêtement, je comprends. L'OM, c'est un club fait pour avoir des moyens. Et là, ils en ont zéro. Parce que Papa McCourt, il veut plus mettre un franc. Donc voilà. Bref. Strootman touchait 500 000 € quand il y était. On n'apprend rien de nos erreurs. Ouais, absolument, tu as tout à fait raison. Et le truc aussi, c'est que c'est monstrueux, ces masses salariales des clubs français par rapport aux clubs hollandais, par rapport aux clubs portugais, par rapport aux clubs belges, qui sont, ou même, on va dire, ukrainiens, qui sont des pays qui nous challengent sportivement, qui probablement, dans 80% des cas, quand on croise un club portugais, belge, hollandais, ou bien, je sais pas, oui, voilà, essentiellement ces trois pays-là, hollandais, belge et portugais, en fait, on passe pas. Il n'y a pas de club français qui arrive en tête à taper un club hollandais. On l'a vu avec le PSV Eindhoven et Lens. Lens, pourtant, c'est pas une mauvaise équipe. Pourtant, le PSV Eindhoven, quand tu croises Lens, en match aller-retour, il les tape. Voilà, c'est simple. Bon, alors, je t'épargne les clubs grecs qui sortent nos clubs en tour préliminaire de Ligue des Champions, hein. Mais c'est la même chose. Les clubs portugais, quand on les rencontre en 1 contre 1 et qu'on est dans une phase de poule, ça passe pas en fait. Ça ne passe pas, ça passe jamais. Et pourtant, ils ont des masses salariales, il n'y a jamais personne. 700 000 €, franchement, hein, 700 000 €. Le salaire de Aubameyang, ça doit être la masse salariale totale de Braga. Franchement, hein, je suis quasi sûr que la masse salariale totale de Braga, allez, j'exagère, c'est peut-être 2 fois le salaire de Aubameyang. Et c'est tout. Là, c'est un salaire, en fait. Un salaire, il y a 30 joueurs à l'OM. Non, mais franchement, alors tout le monde ne touche pas 700 000 €, mais enfin, quand même, c'est pas normal qu'il y ait ces résultats-là, en fait. C'est pas normal avec l'argent qu'ils dépensent. Donc, bref, voilà. En tous les cas, Benatia, je sais pas si ça va être lui, le nouveau directeur sportif, et il est tout neuf dans ce métier-là, hein. Il était agent avant. Mais honnêtement, pour l'instant, tout ce qu'il me montre, c'est qu'il est incompétent. Il est incompétent parce qu'il ne comprend pas l'impact financier qu'il a sur son club à dévaluer on va dire, la matière première du club, en fait, hein. Ce qui te rapporte le plus d'argent, c'est les joueurs, et ce qui valorise le plus ton club, c'est les joueurs. Si un jour tu vends ton club, si McCourt doit vendre l'OM, en fait, c'est si Jonathan Klaus, il vaut 30 millions, bon, ce qui n'est pas possible parce qu'il a 30 ans, mais s'il vaut 30 millions, c'est ça dans les actifs qui vont que l'acheteur va acheter. Là, en gros, lui, son asset de, on va dire, allez, 15 millions, en 2 interviews, il l'a fait descendre à 3 millions, et même rien du tout, parce qu'en fait, personne ne va vouloir l'acheter. Donc, voilà, bref. Alors, je vais faire un petit tour. Demi-heure sujet, Gattuso part, on va chercher 2 vieillards, dont un qui a eu un gros coup sur la tête, alors que Crystal Palace, pas un club qui fait rêver en PL, ont réussi à enrôler Oliver Glasner. Oui, d'accord, mais Crystal Palace, je pense, a plus de budget que Lyon, et que l'OM, ouais, je pense, ou en tous les cas, ils sont à peu près semblables à tout cumuler. Chaque année, en droit télé, ils doivent prendre, je sais pas, dans les 150 millions d'euros, quand un club français prend peut-être 40 millions. Donc je pense que Crystal Palace, en termes financiers,
C'est impossible de les concurrencer en France. Il n'y a aucun club, excepté le Paris Saint-Germain, bien entendu, qui peut concurrencer un club comme Crystal Palace. Donc Oliver Glasner, en plus, lui, ce qu'il veut, c'est faire un bon coup à la De Zerbi à Brighton en Première Ligue, puis ensuite se faire recruter par un grand club de Première Ligue du type des Big Six, quoi. On va dire Tottenham, Chelsea... Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, un des ça. Donc c'est pour ça qu'il y va aussi. C'est sûr que c'est pas parce que tu fais un bon championnat à l'OM que Liverpool, enfin peut-être pas Liverpool, mais Tottenham va vouloir te recruter. Donc voilà. Mais bon, bref. Pour remplacer Oxon qui est parti car souci de santé. Ouais, il a pris sa retraite. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu as vu la masterclass de Crystal Palace? C'est mon message d'avant. Oui, tout à fait, absolument. Mais Oliver Glasner, c'est très très bien. Hein. D'ailleurs, on en parlait à Milan. Pour remplacer Pioli, si jamais Pioli s'en va l'année prochaine, c'était Thiago Motta, bien entendu, Conte, Italiano, Palladino et Oliver Glasner. Et De Zerbi, mais bon, De Zerbi, c'est un peu une chimère. Donc voilà. Bref, en tous les cas, l'OM a bien implosé cette semaine et c'est inquiétant pour le football français de voir, je pense sincèrement ce que je dis, je sais que je suis pas tout seul à dire ça et je suis tout à fait d'accord, donc c'est pour ça que je le redis, puisque je veux pas plagier quelqu'un que j'ai entendu sur l'after, Daniel Riolo, mais c'est vrai que je le dis depuis très longtemps, je suis inquiet et vraiment énervé contre le football français parce que c'est pas normal d'avoir Saint-Étienne, Bordeaux, Auxerre en Ligue 2 et d'avoir Lyon et Marseille à la place qu'ils ont là à l'heure actuelle. C'est un gros problème. Et Monaco qui vivote, voilà, enfin c'est pas possible qu'il y ait juste le Paris Saint-Germain qui tienne son rang dans ce championnat, enfin dans le football français en général. C'est un vrai gros problème, donc voilà, parce qu'ils ont de l'argent, c'est ça le problème. Enfin, je prends Lyon et Marseille, ils ont de l'argent, beaucoup plus d'argent que, allez, 90% des clubs européens, en fait. Ceux qui peuvent pas toucher, ça va être les clubs de Serie A, et encore, les clubs de Serie A du top 7, quoi. Les clubs d'Allemagne du top 10, on va dire, parce que les Allemands, ils ont beaucoup plus de revenus que les clubs italiens et français. Et puis, bien sûr, l'ensemble de la Première Ligue. Mais ça représente pas beaucoup de clubs au niveau européen, en fait. Ça va être, voilà, peut-être 15% des clubs. Ça veut dire qu'en théorie, les clubs français doivent être toujours dans les derniers 15% qui restent. Et c'est pas du tout le cas, en fait. Dès qu'ils croisent un club européen, un Slovaque, un Slovène, ce que tu veux, ils se font éclater. Et en plus, ça se voit dans le championnat, parce que quand tu as des équipes comme Brest qui sont deuxième du championnat, alors il y a des gens qui trouvent ça cool, frais et tout. Moi, ça m'emmerde. Donc voilà, je vous le dis, c'est relou, parce qu'il n'y a pas de pérennité en Europe. S'il n'y a aucune performance en Europe, c'est à cause de ça, entre autres. C'est qu'un coup, tu as un Lille qui vient casser les bonbons. Je te parle du Lille d'Ali qui termine deuxième, ils sont nuls et ils sont pas designés pour ça. Un coup t'as un Lens, un coup t'as un Brest, etc., etc. Et c'est des clubs qui ne sont pas capables d'assumer une compétition internationale, enfin une compétition européenne derrière. Donc c'est ça le souci en fait. C'est juste que ça donne pas de la pérennité au club français en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, il faudrait qu'il y ait, en théorie, toujours à peu près les 4-5 meilleurs clubs français chaque année. Et des fois, tu me fais une petite surprise en Europa League ou en Conference League. Allez, pourquoi pas? D'accord, via la coupe ou un truc comme ça. Ok, ça va. Mais en Ligue des Champions, ça doit toujours être les mêmes. Il n'y a pas de... Sinon, de toute façon, en fait, t'arrives pas à développer suffisamment de revenus pour pouvoir investir dans une grande équipe. Donc voilà. Mais bon, bref. Après, c'est mon avis. Mais ouais. Brest, deuxième, ok, il le mérite, il joue bien, mais imagine pour le coefficient UEFA, la saison prochaine, ils vont faire quoi en Ligue des Champions? Tout à fait. Enfin, bon, après, ils n'ont pas de joueurs vraiment qui crèvent l'écran et où tu te dis ils vont se faire piller au mercato. Je pense qu'il y a un ou deux joueurs qui vont partir, mais ils vont pas aller dans des grands clubs parce qu'il n'y a pas vraiment de très bons joueurs dans cette équipe. Ils sont tous plutôt moyennas, mais ils ont un bon plan de jeu, et puis ils savent ce qu'ils ont à faire, ils ont un bon entraîneur, qui est, voilà, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, ouais, je sais pas, on verra. Bref. On va passer au deuxième grand malade d'Europe, c'est le Bayern, quand même. Le Bayern Munich qui a enchaîné sa 3e défaite d'affilée après le Bayer Leverkusen, la Lazio et donc hier en championnat. Ouais, effectivement, c'est assez inquiétant
Parce que ce qui va pas, en fait, c'est... Alors, il y a plein de choses. J'en parlais avec un supporter du Bayern, que vous connaissez peut-être. Attends, je fais un petit tour quand même dans les commentaires avant de commencer sur le Bayern. Imagine Marseille, on est à 10 points de Brest, 2e, et à 8 points de Nantes, 16e. Et oui, c'est ça. C'est chaud, hein. Vous êtes plus proche du premier, du barragiste que du deuxième de Ligue 1. C'est compliqué. Oui, donc je disais le Bayern qui comment dire. En fait, c'est vrai que là, ils sont dans une... Je pense que le titre de l'année dernière, gagné à la dernière journée après un effondrement du BVB dans le dernier match contre Mayence, a fait en sorte que ça a ralenti encore la transition du Bayern. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que le Bayern fait des investissements de recrutement qui sont questionnables, on va dire. Ils investissent beaucoup d'argent maintenant dans les transferts. Ils donnent des très 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 gros salaires. Et le problème, c'est que c'est pas toujours à bon escient. Je trouve qu'ils dépensent trop. Par exemple, je sais pas, il y a des postes du type Upamecano Hernandez. Alors Hernandez est parti entre-temps, mais sur les défenseurs centraux, je trouve qu'ils ont investi beaucoup trop d'argent. Je trouve aussi que ils ont pas assez investi, en revanche, sur un poste qui est vraiment déterminant dans le football de 2024, sont les latéraux. Il y a Davis qui, pour moi, a été en surchauffe en 2019. Depuis 2019, j'ai pas l'impression qu'il ait retrouvé ce niveau-là. Hein. Donc depuis que le Bayern a gagné la Ligue des Champions, Davis, comme latéral gauche, on peut considérer que l'année suivante, je crois, il a été blessé, et depuis, il n'a jamais vraiment récupéré son niveau, et il est assez stérile. Moi, en tous les cas, je n'ai jamais vu reprendre son niveau de 2019. À droite, il se cherche toujours, hein, parce que donc il se refuse à mettre Joshua Kimmich latéral droit, ce qui est dommage, parce que je trouve que ça pourrait être pas mal, parce que effectivement en milieu de terrain, Joshua Kimmich, ça commence à devenir vraiment compliqué, et moi je le trouvais très très bien en latéral. Donc voilà, mais bon. Ils se refusent à faire ça, et ils ont des Mazraoui, des trucs comme ça, qui sont vraiment pas au niveau, et je trouve c'est pareil qu'ils les ont payés très très cher, et qui leur donnent des très gros salaires. Mais ce n'est que mon avis. Devant, je trouve qu'il y a des tripoteurs de ballon qui font pas assez de différence en 1 contre 1. Je trouve que Sané, Gnabry, qui c'est qui est encore, Coman, etc. Je trouve qu'en 1 contre 1, ils font pas de différence. Ils jouent à la baballe, et c'est très très stéréotypé maintenant le jeu du Bayern, c'est de la possession, un petit peu comme le Barça, un petit peu stérile, ou l'équipe d'Espagne, un petit peu stérile de ces dernières années. C'est-à-dire c'est des possessions, et comme ils ont plus de joueurs vraiment, ils ont pas de joueurs vraiment qui font des différences en 1 contre 1, vraiment marquante. En fait, c'est très académique en fait le jeu du Bayern, et il n'y a plus aucune surprise. C'est plus du tout électrique comme ça pouvait l'être avec Robben et Ribéry par exemple, si on fait cette comparaison. Et donc, je trouve que ça devient un peu stéréotypé. Et le jeu de 2024, c'est pas le jeu de 2019 en fait. Le football, il évolue très très vite, et ces derniers temps, en fait, ce qui est important, c'est pas vraiment ta tactique ou tes attaques placées, c'est est-ce que tu as les joueurs devant pour faire des différences en 1 contre 1 pour casser une organisation. Si tu ne les as pas, les défenses commencent à devenir tellement performantes que c'est très compliqué, même pour des joueurs comme Kylian Mbappé, qui, balle au pied à l'arrêt, a beaucoup de mal à faire des différences. Si tu lui trouves pas de l'espace dans le dos, par exemple, en fait, Mbappé, de moins en moins, il fait des différences en 1 contre 1. Il faut vraiment qu'il y ait du... Il peut les faire, bien entendu, mais il fait des différences dans la vitesse. Il fait pas des différences quand il est arrêté. Et le jeu du Bayern, en fait, il est là. Il est arrêté. Sané, quand il arrive face à un joueur, un défenseur, la plupart du temps, sur son aile, il est arrêté. Il se passe rien, en fait. Et ça, il ne sait pas faire des différences en 1 contre 1 comme ça. C'est pas un Raphaël Leao, c'est pas un... Je sais pas... qui est-ce qu'on peut citer? C'est pas un Vinicius, c'est pas même un Rodrigo ou un truc comme ça. C'est un joueur qui a besoin de vitesse. Alors après, Mbappé est bien meilleur que Leroy Sané, mais je trouve qu'il leur manque ces joueurs-là qui font des vraies différences. Et je trouve que le Bayern a investi beaucoup trop
sur des postes en fait qui font pas assez de différence. Et là, ils ont pris un Harry Kane qui est pour moi un petit peu en fin de carrière, même s'il est excellent, qui n'a jamais eu d'état d'esprit de vainqueur, et on le voit encore, hein, c'est très compliqué, il a beaucoup de mal à influencer le résultat de son équipe. Quand son équipe va pas bien, Harry Kane, il a beaucoup de mal à prendre les choses en main et emmener tout le monde. Il n'a jamais su le faire avec Tottenham, par exemple, ou même avec l'équipe d'Angleterre. Donc, voilà, je pense que vraiment c'est le recrutement, ils dépensent énormément d'argent avec des salaires stratosphériques, hein, le Bayern. Attention, hein, faut pas croire que c'est un petit club qui critique toujours le Paris Saint-Germain et tout. Je te dis, la moyenne des salaires au Bayern, elle est supérieure à celle du Paris Saint-Germain. J'en suis quasi sûr. Si tu sors Mbappé, parce que Mbappé en fait il dérègle tout, mais si tu sors Mbappé, je suis sûr que la moyenne des salaires au Bayern est supérieure à celle du Paris Saint-Germain. C'est sûr et certain. Ils sont tous à plus de 20 millions, toutes les espèces de stars là, ils sont tous à plus de 20 millions. Donc c'est des très très gros salaires. Hein. C'est des salaires que même le Bayern, le Real ne donne pas à ses joueurs cadres. Hein. Donc voilà. Oui, par exemple, tu as tout à fait raison, JCRM, Tolisso c'était 60 millions d'euros. 60 millions d'euros pour Tolisso. Non, il y a eu énormément d'erreurs de casting au Bayern. Alors ça a payé, jusqu'en 2019 ça a payé, et encore, hein, ils ont fait 2013-2019, donc il y a eu quand même 6 ans d'errance où ils se sont fait arrêter très fréquemment par les clubs espagnols. Mais bon, en 2019 ils sont allés au bout, et puis depuis, c'est un peu la dégringolade. Hein. Franchement, le Bayern est de moins en moins, on va dire, serein dans son championnat, et en Europe ça devient assez compliqué. Alors, on va faire un petit tour dans les commentaires. Le Bayern, le pauvre Ludo a dû pleurer devant sa télé. J'ai vu les 30 dernières minutes, il manque de bons joueurs au Bayern. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, ils avaient un énorme expected goal. Hein. Ils avaient, je sais plus combien, 3, je sais pas combien d'expected goal. Donc, c'est pas normal que ça se termine à 3-2, en gros, parce que de l'autre côté, eux, ils avaient un petit expected goal et ils marquent 3 buts. Donc, bon. Mais quand même, ça dénote de quelque chose. Sané Gnabry, comment ça fait pas rêver quand tu as connu les Ribéry, Robben, Lewandowski, c'est sûr que c'est une vraie différence. Il leur manque un créateur au milieu et comme tu le dis, des dribbleurs devant. Ouais, c'est vrai. Le Bayern, ils me font penser à United, ils n'ont pas su se renouveler. Tout à fait, alors c'est moins spectaculaire que United parce que bon, ils sont sur une série de 11 titres d'affilée dans leur championnat, donc voilà, et puis une Ligue des Champions il y a 5 ans. Mais quand même, c'est compliqué parce que là, ils prennent pas le bon virage et surtout, ils investissent énormément d'argent, mais ils n'ont pas les revenus des clubs anglais. Et ce qui fait qu'ils peuvent ils peuvent investir beaucoup d'argent sur 12 joueurs, mais pas du tout sur 22. Et le problème, c'est que maintenant, on voit qu'avec les 5 changements, ce qui fait gagner une équipe, c'est pas tes 11 joueurs sur le terrain, c'est tes 17 ou 18 joueurs qui font gagner une équipe, et le fait que tu puisses les faire tourner, parce que tu joues tellement de matchs dans une saison, que si tu peux pas faire tourner tes joueurs, comme Guardiola peut le faire à Manchester City, comme, je sais pas, à l'Inter, Inzaghi pourrait le faire, d'ailleurs on va en parler tout à l'heure, mais voilà, parce que tous les postes sont doublés. Et là, en fait, le Bayern investit énormément d'argent sur des joueurs qui coûtent très très cher, et derrière, il n'y a pas de remplaçant. Par exemple, tu vois la différence abyssale entre Harry Kane et son remplaçant. Son remplaçant, c'est Choupo-Moting ou Matistel. Donc il y a un problème. Les milieux de terrain, c'est la même chose. Goretzka, Kimmich, qui sont déjà plus à leur sommet. Les remplaçants, c'est pas terrible. En défense, c'est exactement la même chose aussi. Donc, où ils ont fait énormément d'investissements sur De Ligt. De Ligt n'est pas du tout au niveau de l'investissement. Ou Upamecano fait des erreurs de concentration. Tous les matchs, il a une erreur de concentration. Et quasi tous les matchs, il fait une erreur dramatique qui est payée cash par le Bayern. Donc, c'est énormément d'argent sur des joueurs qui sont pas terribles, finalement. Et quand tu regardes leurs remplaçants, c'est pas terrible non plus. Donc, voilà. C'est erreur de casting sur erreur de casting. Le Bayern arrive en fin de cycle. Il va falloir faire un grand ménage. Mais ils ont beaucoup investi. Donc, est-ce qu'ils auront les reins suffisamment solides pour réinvestir à fond sur des choses un peu plus intelligentes que ce qu'ils ont fait ? Ça va être, c'est l'interrogation, parce que moi je considère que quand ça marche plus avec Hansi Flick, ça marche plus avec Niko Kovac, ça marche plus avec Nagelsmann, et que là ça marche plus avec Tuchel. Il y a un moment, c'est comme au Paris Saint-Germain. Le problème, c'est pas le coach. Le problème, il est ailleurs.
C'est plus le coach. Parce que sur ces 4 clubs, sur ces 4 entraîneurs-là, il y en a, alors, excepté Niko Kovac, il y en a quand même 3 qui sont des excellents entraîneurs. Si ça ne marche pas, c'est que c'est pas le coach. Donc voilà, c'est pareil qu'au Paris Saint-Germain. Unai Emery est un très bon entraîneur. Il y a personne, enfin je sais pas s'il y a des gens qui se disent que c'est un mauvais entraîneur, mais c'est un très bon entraîneur. Pochettino est un très bon entraîneur. Ancelotti est un très bon entraîneur. Donc voilà, là, Luis Enrique, on aime son style, on n'aime pas son style, c'est un grand entraîneur. S'il ne réussit pas, c'est un problème d'organisation, c'est plus un problème d'entraîneur. Donc voilà. Genre oui, ils sont derrière le Bayern, mais pour moi Leipzig sur le papier, ils me font plus rêver que le 11 du Bayern. Tout à fait, et puis ils jouent un jeu de 2024, le Leipzig. Leipzig, quand tu les vois jouer, c'est dynamique, c'est électrique, c'est rapide, ils ont des joueurs qui font des 1 contre 1, Xavi Simons, Olmo, Openda, Sesko, etc. C'est du foot de 2024 qui donne envie de le regarder. Clairement, c'est pas du on joue à la baballe et on attend et on repasse à gauche et on repasse à droite et on repasse à gauche et on repasse à droite et on repasse à gauche. C'est horrible, hein. Franchement, regarder un match du Bayern, ça commence à devenir pénible, hein. Donc bref. En plus, Leipzig dépense peu pour le foot, mais super intelligent leur recrutement. Bah oui, c'est la stratégie Red Bull, hein, qui a été bien sûr créée dès le début du projet Red Bull dans tous les clubs. Et eux, ils investissent énormément, beaucoup, mais que sur des prospects qui développent dans leur club et qui font franchir les étapes. Hein, d'abord, généralement, plutôt en Autriche, puis ensuite en Allemagne, puis ensuite dans d'autres, ils sont revendus ailleurs, à l'extérieur. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, effectivement. Et puis il y a un truc aussi, qu'est-ce que je voulais dire sur le Bayern ? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Je vous le redirai si j'y pense. Mais ouais, effectivement, le Bayern est mal barré. Je pense que c'est le début d'une fin de cycle. Et effectivement, il y a aussi un truc, tu as tout à fait raison. Ils ont recruté le chat noir ultime, Harry Kane. Donc ça c'est clair que ça joue, c'est le gars qui n'a jamais rien gagné, quoi. Contre la France, par exemple, il avait le penalty, qui probablement, s'ils vont au bout, je pense qu'eux, ils gagnent la finale de Coupe du Monde. Hein. Mais ils ont le penalty, ils tirent pas, ils ratent le penalty, et c'est la France qui va en finale de Coupe du Monde, qui perd cette Coupe du Monde, mais je suis sûr que si l'Angleterre va en finale de Coupe du Monde, ils la gagnent. Mais ils y vont pas, grâce à Harry Kane. Tottenham, le nombre de fois où ils se sont effondrés à 3 journées de la fin, en fin de championnat, en finale de Cup, en finale de Ligue des Champions, bref, ils ont tout fait. Il a tout fait, Harry Kane, avec Tottenham. Hein. Il a rien gagné. Rien, rien, que dalle. Même pas pour rire, quoi. Donc, ouais, il y a quand même des choses, c'est pas des hasards, en fait. C'est pas possible que le Bayern gagne 11 fois d'affilée le titre et se retrouve à 12 journées de la fin, à 8 points du Bayer Leverkusen. C'est pas arrivé depuis 11 ans, en fait. C'est l'année où ils recrutent Harry Kane. Ils se font sortir de la Coupe d'Allemagne, alors ils la gagnent pas chaque année, mais ils se font sortir par un club amateur, limite, ou une 2e ou 3e division. En Ligue des Champions, ils se font taper par la Lazio. La Lazio qui a pris encore une leçon de football de Bologne ce week-end. Donc c'est pas comme si c'était une grande équipe. Si tu me dis ils se font taper par l'Inter, je comprends tout à fait, c'est normal. S'ils se font taper même par Milan, ça peut arriver, parce que Milan c'est une équipe vraiment, je veux dire, qui est très offensive, qui peut être vraiment excellente, qui peut être aussi complètement nulle, comme on va le voir juste après. Mais ils ont cette capacité à très très bien jouer. La Lazio, cette année, ça fait même 1 an et demi qu'ils n'ont plus aucune capacité à rien du tout. Ils sont nazes. Donc comment ça se fait que la Lazio arrive à te contenir et en plus à te marquer un but sur penalty? C'est fou, quoi. Donc bref, voilà. Il s'effondre bien encore cette saison, Tottenham d'ailleurs, oui effectivement, je suis d'accord. Bien commencé, mais toujours sur la fin, toujours la même chose. Ouais, c'est vrai, oui, après, bon, là, le Tottenham de Ange et de Madison, c'est plus un Tottenham qui est fait pour être dans les 4-5 premiers, parce que c'est les places Ligue des Champions, quoi, plutôt qu'autre chose. Donc s'ils attrapent une place dans les 5, je pense que c'est très bien. Ça suffit.
on leur demande pas de gagner le titre. Avec Harry Kane, à un moment donné, avec Kane, ils avaient une équipe pour gagner le titre et ils se sont effondrés dans les 2-3 dernières journées, malheureusement. Donc voilà, mais là, cette équipe-là, elle n'est pas du tout taillée pour ça, mais elle est taillée pour la Ligue des Champions, en revanche, clairement. Donc on verra s'ils y arrivent. Bref, voilà un petit peu pour l'Allemagne et voilà mon avis en tous les cas sur le Bayern. Je sais que voilà, peut-être ça va pas faire l'unanimité, mais moi je pense vraiment qu'on est en fin de cycle. Et je parle pas des goals aussi. Neuer n'a pas du tout apprécié que pendant sa blessure à la jambe l'année dernière, on vire son entraîneur personnel des gardiens. Et on voit maintenant qu'il a plus du tout d'investissement. En fait, il s'en fout. Avant, il était enragé quand il perdait, etc. Maintenant, il vient, il fait son travail, il s'en fout. Il perd, il gagne. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il est même pas en colère. Ils prennent un but, il est pas en colère. Avant, il hurlait quand il prenait un but. Et là, c'est terminé, en fait. Il vient, il fait son travail. Alors, il est pas mauvais, hein, il fait des bons arrêts, encore hier, il fait des bons arrêts. Mais c'est vraiment uniquement un travail, quoi. Il est plus du tout investi, parce que, en fait, le Bayern l'a désinvesti, quoi. Salihamidzic a réussi à... Enfin, je sais pas si c'est Salihamidzic, d'ailleurs, mais en tous les cas, la direction a réussi à le démotiver, et je pense qu'il serait grand temps qu'il passe à un autre goal, quoi. Donc, bon, bref, on verra. On verra. On va terminer tranquillou par la Serie A. Je dis la Juve et le Milan qui lâchent, ouais, parce qu'en fait, il y avait une très... ce week-end, l'Inter avait commencé vendredi sur les chapeaux de roue. Ils ont atomisé leur adversaire avec 2 buts de Thuram, 2 buts de Lautaro, je crois. Donc non, très beau match de l'Inter. Et bon, la Juve derrière rencontrait une équipe de Frosinone qui semblait à sa portée, et Milan rencontrait une équipe de Monza qui, pareil, semble à sa portée. Hein. Il faut savoir que Monza n'a jamais gagné contre l'AC Milan. Ça n'était jamais arrivé, parce que maintenant c'est arrivé. donc a priori, c'était tranquille, quoi. C'était 2 matchs tranquilles pour la Juve et pour Milan. Et pourtant, d'ailleurs c'était pas Frosinone contre la Juve, désolé, c'était le Hellas Vérone. Hellas Vérone qui a vendu à peu près tout ce qui passe à l'intersaison, hein. Même Milan a recruté Terracciano, ils ont vendu mais un nombre de joueurs fou pour essayer de rééquilibrer les comptes. Donc tu te dis, cette équipe qui déjà luttait pour la relégation vend à peu près tous les bijoux de famille à l'intersaison, normalement tu vas retrouver une équipe éclatée au sol. Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. En tous les cas, effectivement, le Hellas fait une très très bonne prestation contre la Juve, et en l'occurrence, il y a un but à peu près absolument stratosphérique sur corner, une reprise de volée, enfin, c'est un corner ou c'est un centre? C'est un centre, je crois. Une reprise de volée absolument stratosphérique. Franchement, celle-là, elle allez voir, hein, si vous avez envie de regarder Hellas Vérone Juve, le résumé, les highlights, la reprise de volée, elle est folle. donc voilà, à l'entrée de la surface ou un tout petit peu à l'extérieur de la surface. Très très belle, du pied gauche. Donc voilà, ouais, effectivement, la Juve qui se rate, et le Milan qui a 2 points, donc, parce que la Juve s'est raté, c'était le 3e match d'affilée qui se ratait, hein, ils ont fait 2 défaites, un match nul. Effectivement, Milan avait l'opportunité de passer devant la Juve et de prendre la 2e place. Arrive le match de Monza, et puis là, on voit une équipe un petit peu amorphe, vraiment du Milan, alors peut-être un peu fatigué par l'Europa League, mais surtout, Stefano Pioli avait fait beaucoup tourner, vraiment beaucoup tourner, pas de Leao, pas de Giroud, pas de Pulisic, au milieu du terrain, pas de Reinders. Et en défense, bon, en défense c'était à peu près tout le monde, mais pas de Simon Kjær. Donc voilà, il avait fait rentrer Thio, en gros, Jovic, Chukwueze qui revenait de la CAN, et de l'autre côté, c'était Okafor. Et en fait, les remplaçants sont pas du tout, mais alors pas du tout au niveau, et ce qui fait que le Milan s'effondre et menait 2-0, et puis, alors là, cerise sur le gâteau, Jovic, Izzo a fait un match absolument, comment dirais-je, on va dire, plein de vices et plein d'intelligence. Alors, je sais pas si le vice, c'est de l'intelligence, mais en tous les cas, dans le football, ça en fait partie. Et en l'occurrence, il a fait péter les plombs à Jovic. Jovic lui met une gifle, prend un carton rouge direct. Donc, Milan se retrouve mené 2-0 à 10 contre 11. Et pourtant, ils reviennent à 2-2. Et là, tu te dis, miracle,
on sait jamais, on peut peut-être même aller chercher le 3, mais déjà, si on perd pas de points sur la Juve, c'est bien. Eh ben non. Finalement, ils prennent 2 buts en fin de match, 4-2, et ils s'effondrent. Donc 4-2 contre Monza pour Milan, qui réussit à perdre 1 point sur la Juve, et perdre 3 points sur l'Atalanta, hein, qui revient comme un boulet de canon derrière, parce que l'Atalanta est sur une série absolument stratosphérique en 2024, 0 défaite, je crois 2 matchs nuls, 7 victoires, il faudrait que Okotonujo nous dise, mais ils sont sur une très très grosse série. Ils viennent de perdre 3 points, donc le Milan sur l'Atalanta, et devinez quoi? La semaine prochaine, le 25, eh bien, se profile un Milan-Atalanta qui va certainement falloir son pesant de cacahuètes sur la 3e place. C'est simple, si l'Atalanta gagne contre Milan, probablement qu'ils ont encore la possibilité de venir chipper la 3e place à Milan, et peut-être que Milan va glisser peut-être encore un peu plus vers la 5e ou la 6e place. Si Milan arrive à les maintenir, c'est-à-dire soit faire match nul, soit gagner, je pense que la 3e place restera au Milan parce qu'il y a beaucoup d'écart. Sachant que l'Atalanta va jouer un match en retard contre l'Inter, où ça va être, je pense, assez compliqué qu'ils gagnent le match. Donc je pense que voilà, l'écart va se stabiliser. Milan probablement terminera 3e, mais je pense qu'il y a de très 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 grandes chances que Milan perde ce match contre l'Atalanta la semaine prochaine, surtout que Milan aura joué le jeudi en Ligue Europa, et que l'Atalanta n'aura pas joué parce qu'eux ils sont qualifiés direct. Donc voilà un petit peu le truc. Quant à la Juve, la Juve de Allegri, ils ont réagi quand même, hein, parce qu'ils sont menés 2 fois au score et à chaque fois ils reviennent. Mais c'est quand même toujours pas GG, hein. Franchement, c'est vraiment, ils vivotent, ils survivent même un petit peu dans cette Serie A. Donc voilà, et l'Inter s'envole définitivement. Là, si en plus ils gagnent le match en retard contre l'Inter, je pense que là c'est terminé, contre l'Atalanta, pardon. Je pense que là c'est terminé, c'est fini. L'Inter a gagné le titre. Déjà c'est 95% fait. Je pense que ce sera à 99% fait si jamais l'Inter gagne contre l'Atalanta son match en retard, parce qu'il y aura beaucoup trop de points d'écart, 11 je pense, hein, un truc comme ça. On va regarder, mais il me semble que ce sera ça. Alors, la Serie A. Hop là, yes. Là, pour l'instant, il y a 9 points d'écart entre la Juve et l'Inter. Et donc, effectivement, 12 points d'écart potentiellement s'ils battent l'Atalanta dans leur match en retard. L'Atalanta, en revanche, est à, pour l'instant, 7 points du Milan. Donc, s'ils gagnent le 25, là, ils peuvent revenir à 4 points du Milan, et là je pense que ça commencerait à être très compliqué pour Milan de les maintenir. Donc voilà, si en revanche ils perdent contre l'Inter et en plus ils perdent contre Milan, ou en tous les cas ils font match nul, ils resteront à 7 points, voire peut-être s'ils perdent peut-être même à 10 points, ça risque d'être terminé pour la 3e place. Donc voilà. Mais bon, en gros, les deux perdants, hein, c'est la Juve et l'Inter ce week-end. La Juve et le Milan ce week-end. Alors, parlons maintenant du grand Hellas Vérone et du grand Monza, 2 cadors de Serie A. Ouais, tout à fait. Nous, à la Juve, on a le grand Allegri qui ose dire que Sandro est un joueur dur à trouver, alors que tu as un jeune qui a mis un but incroyable avec la Roma. Oui, effectivement. Ouais, tout à fait, Jensen, là, qui a été transféré de la Juve à l'intersaison. Qui est prêté par nous car Allegri n'en voulait pas. Ouais, non, mais de toute façon, c'est un génie, lui. T'as vu le but en plus qu'il met, il est spectaculaire. Bon, après, il a failli prendre un rouge dans ce match-là, et finalement, d'ailleurs, De Rossi le sort à la mi-temps, parce que sinon, c'était quasi sûr qu'il allait prendre un rouge. Donc voilà. Naples, De Laurentiis annonce le départ de Walter Mazzarri, remplacé par Samuel Zemmour, qui est l'entraîneur sélectionneur slovène, je crois, ou slovaque, je sais plus. Mais l'un ou l'autre. Pour lui succéder, Naples a opté pour Francesco Calzona, sélectionneur de la Slovaquie, voilà, absolument. Maintenant, nous essayons avec Calzona, qui a travaillé avec Sarri et Spalletti, et qui connaît 80% des joueurs. Voilà. Allez, on en est au 3e, on y va, let's go. C'est la mode, hein, cette saison, 3 entraîneurs, c'est la mode. Hein. Donc voilà. En tous les cas, c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un champion d'Italie, même un champion tout court, hein, c'est quand même assez rare, mais bon, un champion d'Italie défendre aussi mal son titre. Très très compliqué, hein, franchement.
très compliqué. C'était vraiment, c'est vraiment difficile parce que là ils sont quand même 10e du championnat, je crois. Donc 10e du championnat, 3 coachs licenciés dans la même saison, 9e du championnat, ok, à égalité avec le Torino, qui est 10e. Mais donc, ouais, c'est rare. Hein. Milan, déjà l'année dernière, j'avais trouvé qu'ils avaient très très mal défendu leur titre, mais ils avaient quand même terminé 5e, puis 4e grâce au retrait des points de la Juve, et ils avaient fait une demi-finale de Ligue des Champions, donc tu te dis, bon, ça va, l'un dans l'autre, la saison n'était pas si horrible que ça, tu termines dans les points en Ligue des Champions, et puis tu fais une demi-finale de Champions, bon, c'est pas trop mal, mais là c'est chaud. Hein. Le Barça-Naples, je sais pas ce que ça a donné, mais ouais. S'ils arrivent à taper le Barça, chapeau. Hein. Enfin, pas que le Barça soit une bonne équipe, parce que c'est pas une bonne équipe, mais vu l'état de l'équipe, ce serait surprenant. Donc voilà. En tous les cas, oui, l'Inter a probablement gagné le titre. La Juve et le Milan vont batailler gentiment. Et je pense que Milan, s'ils perdent contre l'Atalanta, peuvent glisser vraiment hors des places Ligue des Champions. Parce que Bologne est très très chaud. Et l'Atalanta aussi. Et ils peuvent peut-être potentiellement sortir des 5 hein, et terminer 6e. Donc, et l'AS Roma de Rossi hein, aussi, ça tourne plutôt pas mal. Hein. Donc il y a beaucoup d'équipes qui reviennent très très fort derrière. Donc il ne faut pas que Milan s'endorme. C'était une très mauvaise idée de perdre contre Monza. Parce que là, ça aurait pu vraiment les mettre deuxième, entretenir vraiment une grosse différence avec l'Atalanta. Là, l'Atalanta, en 2 semaines, a la possibilité de reprendre 6 points sur Milan. Hein. C'est énorme, hein, 6 points. Donc voilà. Et quand je les vois jouer, l'Atalanta, je me dis, je ne vois pas Milan réussir à les battre. Honnêtement, hein, c'est pas, on n'a pas le niveau pour ça. Hein. Ça m'étonnerait. Bon, bref. En voilà. OM Naples 3-3, effectivement, en termes d'entraîneur. Qui va gagner? Suspense. Ouais, peut-être que... Non, Lyon, je pense c'est bon, ils peuvent pas égaliser. Mais OM Naples, va savoir, hein, tu sais qu'un Galtier... un Gasset, ça peut tout à fait sauter au bout d'un mois, ça. Hein, et passer devant avec un quatrième entraîneur. Niveau calendrier, il y a de beaux matchs au week-end. Ouais, effectivement. Alors, on va faire un petit tour. Hein, tu as tout à fait raison avant de nous quitter. Gentiment. Alors, on y va. Ça commence vendredi. Bon, déjà, forcément, il y a un truc, c'est qu'il y a la Ligue des Champions. Et je pense qu'il y a le meilleur match de Ligue des Champions des 8e de finale. Hein. Il y a Inter-Atlético demain à 21h. Je pense que c'est le match le plus indécis, celui qui va être le plus palpitant de toute la série, je pense, honnêtement. Donc moi demain, vous savez ce que je regarde. Mercredi, qu'est-ce qu'on a? Bon, Naples, FC Barcelone, hein, je vous dis, bon, alors mes yeux vont bien sûr regarder ça, et FC Porto Arsenal aussi, c'est intéressant, parce que le FC Porto, beaucoup d'expérience, Arsenal en pleine bourre, va savoir qui va gagner, on verra bien. Donc déjà, on aura ça à débriefer lundi prochain. Metz, Lyon, bon, Chelsea-Tottenham, ça commence vendredi, c'est plutôt pas mal, Chelsea-Tottenham. Et puis c'est à peu près tout pour le vendredi. Pour le samedi, on a ouais, Arsenal-Newcastle, ça peut être intéressant, même si Newcastle n'est pas au top en ce moment, mais bon, pourquoi pas. Ça peut être sympa. En Espagne, pas grand-chose, voire même que dalle. En Allemagne, un Bayern Munich RB Leipzig en plus, hein, ça s'enchaîne pour le Bayern. Donc on va voir, ça peut être vraiment très sympa. En Italie, rien du tout le samedi, enfin rien, pas grand-chose. Et le dimanche, peut-être une apothéose, on ne sait pas. En France, bon, Marseille-Montpellier, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment génial. Lens-Monaco, en revanche, le 6e contre le 5e, ça peut être intéressant. En Angleterre, Chelsea-Liverpool, finale de la Coupe de la Ligue, donc ça c'est plutôt bien aussi, dimanche 25. Et puis, bien sûr, donc en Espagne, il y a un Real Séville qui nous aurait fait saliver il y a très longtemps. Il y a un Betis Athletic Bilbao, le 5e contre le 7e, qui peut être sympa. Et puis en Allemagne, pas grand-chose. Et en Italie, donc, effectivement, le Milan Atalanta Bergame, qui peut être vraiment très sympa dimanche à 20h45.
Donc voilà un petit peu. Une grosse semaine. Juste, il y a un PSG Rennes en France aussi, dimanche. Oui, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que Rennes, ils boiteront parce qu'ils auront rencontré Milan, match retour jeudi, et je pense qu'ils vont prendre une sacrée dérouillée là-bas aussi. Donc voilà. Non, je pense que ça va faire match nul là-bas, à mon avis, parce que Milan pense avoir déjà fait le travail, et Rennes a plus trop de chance, mais veut un peu bien se positionner devant ses supporters, donc je pense que ça va être ça. Et il y a un Juve B en Serie A, mort de rire. Ouais, effectivement. J'ai vu ça, mais j'ai pas voulu en parler. Donc, Juve Frosinone. C'est vrai que Frosinone, ils ont que des joueurs prêtés par les Juve. Donc c'est vrai que c'est Juve A contre Juve B. Juve Frosinone. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Bref. Voilà, écoutez, la semaine prochaine aussi, changement d'horaire pour Buonasera Calcio. Toujours le lundi soir, mais 20h maintenant. Pas 21h pour des questions logistiques. Donc voilà, 20h, Buonasera Calcio. Maintenant, ce sera tous les lundis 20h. Donc n'hésitez pas à vous connecter peut-être un petit peu plus tôt. Eh ben, c'est très bien si ça arrange les gens, avec plaisir. Donc voilà, ouais. On change un petit peu les horaires, mais pas la forme, pas la formule, tout ça. Ok. Bon, écoutez, merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de passer du temps avec vous à parler de foot. Vivement la semaine prochaine, on aura d'autres matchs de Ligue des Champions à débriefer, d'autres matchs de... C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Ligue des Champions cette année. Bon, cette semaine, c'est pas grave. C'était vraiment pas très intéressant les matchs de Ligue des Champions cette semaine, franchement. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore d'avoir été là. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao.